Nous sommes le 24 octobre et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous ne pouvons pas ne pas dire un mot sur cette semaine qui est tout à fait particulière et d'ailleurs avec raison. Nous vivons tous cette haute tension qui se dessine dans l'air, la crainte et l'insécurité. Et nous sommes en droit de poser cette question. Comment, sur des lieux publics et encore mieux dans des lieux symboliques de l'État, des individus peuvent aussi facilement commettre l'impensable? Alors, les deux attentats de cette semaine à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu le disent clairement qu'il est possible, et encore mieux, avec une grande facilité, non pas seulement de commettre des actes terroristes, ou appelez-le comme vous voulez, mais terroriser totalement la population. Et combien il est facile pour un Premier ministre de venir devant nous pour nous dire, écoutez, les Canadiens ne nous laisseront pas intimider. Combien il est facile aussi de dire, dans ces moments pénibles, des sottises pour ne pas se tirer dans l'embarras. Alors maintenant, cette fois, les vraies questions, personne n'a osé de les poser sur le coup. Pourquoi le déploiement des forces canadiennes dans des guerres qui ne nous concernent pas? Pourquoi ce virage vertigineux, inexplicable à une terre qui a toujours été un modèle de paix et d'amour? Maintenant, M. Justin Trudeau, je le cite à titre d'exemple, cette fois n'a pas voulu faire de commentaires dans cette direction, malgré qu'il s'oppose farouchement à l'idée de l'engagement militaire du Canada en Irak et en Syrie. L'occasion était pourtant de taille pour ce parti de position de conclure, voilà finalement en quoi le chef des conservateurs nous a entraînés. Nous avons aussi tous vu comment M. Justin Trudeau avait livré un point de presse bidon, vide de tout sens, non pas parce qu'il n'est pas à la hauteur, mais parce qu'il avait trahi le fond de sa pensée, sauf la fois où il a souligné l'importance de la solidarité devant un tel événement. Et pour ça, il avait tout à fait raison. Dans de telles tragédies, nous devons être tous solidaires, loin de toutes sortes de divisions. L'air n'est pas aux reproches, ça c'est vrai. Alors, toutefois, chères auditrices, chers auditeurs, nous ne pouvons pas ne pas s'interroger sur ce sentiment de crainte qui nous habite, qui nous a brusquement envahis. On pensait justement que les guerres étaient loin de nous, on peut les voir sur les écrans, mais justement, ou bien jamais chez nous, et encore moins sous notre propre toit. Alors, il ne faut pas être non plus naïf. Est-ce que le choix des conservateurs de participer à cette nouvelle guerre n'est pas la cause de cette panique et de cette peur qui nous traverse en ce moment? Je préfère vous laisser répondre à cette question. Alors, pour M. Jean Chrétien, l'ancien Premier ministre du Canada, disait dernièrement dans une lettre ouverte que nous avons tous lue, dans ces derniers jours à propos de l'invasion de l'Irak en 2003, que cette guerre était de lourdes conséquences et que s'il avait refusé de participer, c'était pour ne pas entraîner justement le Canada dans ce bourbier. Et il ajoute que cette guerre n'a fait que rendre le monde plus dangereux. Bref, il a ajouté, et je souligne que le chef des conservateurs n'a pas compris la leçon de 2003 et il ne comprend pas non plus aujourd'hui. Envoyer des CF-18, soi-disant pour ouvrir des couloirs humanitaires, de nous convaincre autrement. Il reste seulement de nous dire qu'il a envoyé ses avions de guerre pour prêcher la parole de Christ. Une autre question qui n'a pas été totalement soulevée sur le choc, comment se fait-il que le Canada, qui s'engage encore, soi-disant, à protéger d'autres populations qui sont dans le besoin, est incapable de se protéger elle-même, incapable de protéger le symbole de son État, le cœur même de l'État, on parle du Parlement. Je ne cesse de revoir cette image, un individu armé, l'air un peu déboussolé, en quelques secondes, pour ne pas dire à peine une minute, pénètre dans le Parlement avec l'intention de faire des victimes. Imaginez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, un vrai groupe de terroristes déterminés qui avait défini, ou plutôt aussi qui avait planifié une telle attaque. Je vous laisse le soin d'imaginer la suite de ce scénario. Alors, il est tout à fait clair dans cette posture. Le Premier ministre du Canada ressemble plus à ce chef d'État sur la défensive, qui, tellement obsédé par l'idée d'attaquer, de triompher sur la scène internationale, au point d'avoir oublié le plus important, la sécurité qui l'entoure et qui entoure ses citoyens. Alors maintenant, bref, je ferme cette parenthèse en disant que M. Jean Chrétien, l'ancien Premier ministre du Canada, avait peut-être, je dis bien peut-être raison, de ne pas se mêler à cette guerre sale qui a débuté par le mensonge et qui n'a jamais trouvé de repos.
Maintenant, revenons à notre sujet de ce matin, chère auditrice, chers auditeurs. Vous allez voir, peut-être, je dis bien, quel lien pourra avoir avec ces drames qui ont secoué le Canada et le Québec. Je vais en premier lieu demander à mes invités, après la pause, quelle est la réaction, bien sûr, vis-à-vis de cette tragédie qui nous a tous profondément attristés, et s'ils auront peut-être d'autres explications à nous donner. On a décrit les deux tueurs, de celui de Saint-Jean-sur-Richelieu et celui d'Ottawa, des loups, premièrement solitaires, le premier avec un cerveau déprimé et le second tous les signes coureurs d'un malade mental. Sa mère disait de lui, il était perdu, il ne rentrait pas dans le moule. Chère auditrice, chers auditeurs, je dis bien, le moule, c'est la société. Tous celles et ceux qui s'écartent de ce moule ont besoin d'un suivi et d'un soin. Est-ce que l'État s'est préoccupé de ce phénomène grandissant? Moi, je disais non. Voilà ce qui nous amène directement au cœur de notre sujet de ce matin, les problèmes de santé mentale au Québec. Il est vrai que nous allons pas aborder la situation sur l'échelle de la province, mais le territoire de la ville de Laval peut-il nous refléter l'évolution de cette réalité? Comment justement des individus basculent dans cette maladie et deviennent non pas un fardeau sur l'épaule de l'État, puisqu'ils ne sont pas une priorité de celle-ci, mais un fléau en évolution constante laissé dans la plupart du temps, ou plutôt dans la plupart des cas, à eux-mêmes. L'Endroit de Laval, un organisme qui lutte pour la protection des droits individuels et collectifs des personnes ou groupes de personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Cet organisme de but non lucratif a accepté de nous parler ce matin de son engagement et d'un colloque qui est en préparation pour le mois prochain. Ce colloque vise directement de traiter le sort de ces individus nombreux dans notre société qui, par la force des choses, ont perdu le plus précieux qu'un être humain peut avoir, un esprit sain. Et comment voulez-vous que le droit de ces patients soit respecté, puisqu'en réalité, ils ne peuvent pas faire la demande et encore moins faire face à cette maladie du siècle? Monsieur Richard Miron et Monsieur Pierre Castanguay, respectivement directeurs et intervenants de l'Endroit de Laval, tous les deux sont venus nous en parler de cette population qui reste un peu à l'écart de notre société, délaissée ou maltraitée. Il est temps peut-être de s'en occuper. Alors voilà, avec vous ce matin au micro, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'Arabie du pouvoir. J'ai également sur le plateau Ernest, un membre bénévole de notre équipe qui est préoccupé par les injustices au Québec. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. Après notre thème musical, nous revenons à notre sujet de ce matin, le sort de ces individus atteints de maladies mentales au Québec et en particulier à Laval, à la ville de Laval. Restez à l'écoute. C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante
devise saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un Baphomet est à la une. Alors voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment, la question que j'aimerais bien poser à mon invité, Monsieur Pierre Castonguay, c'est intervenant à l'endroit de Laval. Quelle est votre réaction justement vis-à-vis à cette tragédie qui secoue le Québec et le Canada présentement? Écoutez, en tant que citoyen, on est catastrophé là, quand on apprend cette réaction d'un des ressortissants de Laval. Hein. On pense que à l'intervenant d'Ottawa, par exemple, qui, lui, a suivi son école primaire, secondaire à Laval. Il habitait à Ottawa, le tueur. Il a habité à Ottawa à la fin. Ah, oui. Mais non, il a habité Laval durant sa jeunesse, puis il a été tout simplement un mois, dans le dernier mois, là, à Ottawa. Écoutez, c'est catastrophant. On a de la peine pour la famille des deux soldats. Oui. On a de la peine pour le petit garçon du père de famille qui va être privé de son papa pour toujours. Oui. Moi, je suis étonné en tant que citoyen dans un Canada où un Stephen Harper avait avait aboli le registre des armements. Et là, on voit entrer cet individu-là avec une arme à la main qui est exactement couverte par le registre normalement et qui, là, abat des gens comme ça, c'est catastrophant. Et il y a un sentiment d'horreur, pan-canadien là-dedans, autant chez les intervenants dans le domaine de la santé mentale que chez les imams, par exemple, au niveau religieux, parce que ces deux intervenants-là se sont réclamés aussi de religion musulmane. Alors, il faudrait faire attention là-dedans, dans notre catastrophe, dans notre réaction d'horreur, de ne pas faire de bashing des gens qui ont une problématique santé mentale puis des gens qui ont la foi musulmane, parce qu'on est à milieu de ça là-dedans. Là. On a deux individus qui sont en délire religieux, puis moi j'envoie des gens en délire religieux à l'urgence, à l'hôpital à chaque semaine, et la plupart des gens en délire, écoutez, c'est des gens qui normalement veulent donner tout aux pauvres, veulent convaincre l'humanité, veulent prêcher pour la bonne parole. Alors c'est très rare, statistiquement, que des délires religieux aboutissent à des choses comme ça. Richard, rappelle-toi au niveau de ce qu'on fait au centre multi. Hein, c'est rare qu'on voit des gens qui sont en délire religieux avec des intentions malveillantes. Mon confrère pourrait vous le dire et nuancer là-dessus parce que oui, c'est catastrophant. Oui, c'est inacceptable. Oui, c'est un symbole de la démocratie, le Parlement. Mais je pense qu'il faut aussi se ressaisir, tout le monde ensemble, et être capable de nuancer ces choses-là puis se donner un guideline ensemble.
ensemble, se donner un plan d'action ensemble en tant que citoyens. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Autant chez les musulmans, parce qu'eux autres, ils veulent encadrer maintenant les nouveaux croyants, parce que vous savez, c'est un problème de jeunesse, hein? C'est un problème de nouveaux croyants qui, au lieu d'adhérer à la religion musulmane canadienne, sont très en interface avec l'Internet. Et là, dans l'Internet, il y a des gens qui diffusent beaucoup plus de choses violentes, mais c'est des gens qui sont en marge de la religion musulmane. Des extrémistes. Tout à fait. Et à ce moment-là, je pense que les imams ont bien réagi avec sainement au Québec, puis même dans l'Ouest canadien, ils ont dit, écoutez, il y aura matière à mieux encadrer ces gens-là. Si on sent que ces gens-là sont vibrants et fragiles, on les encadrera mieux. Et en matière de santé mentale, Richard pourrait, je pense, bien développer là, ce qu'on peut faire pour ces gens-là qui sont désaffiliés de la société. Mais juste avant de passer à Richard, le délire, vous parlez de délire religieux. Oui. La mère, je pense qu'hier ou ce matin, la mère, je viens de lire comme quoi la mère, elle disait tout à fait comme quoi son fils était perdu complètement, totalement, et qu'il n'était pas dans le moule. Est-ce que pensez-vous pas qu'il y avait aussi un côté, une responsabilité, notre responsabilité de faire un suivi, qu'il n'y avait pas un suivi, qu'il était laissé, ce gars solitaire, était laissé à lui-même? Ouais, c'est quelqu'un qui est désaffilié socialement. Les deux, dans les deux cas, sont des isolés. Hein? Puisque l'individu de Saint-Jean de Richelieu, c'est son propre père qui l'a dénoncé auprès des autorités. Sa famille, tout à fait, oui. Alors, écoutez, je pense que la désaffiliation d'un individu face à sa société, cet isolement particulier, cette espèce de problématique de la solitude aussi, font que ces gens-là recherchent un sens à la vie. Et avec la prise de drogue, parce qu'il faut le dire, dans les deux cas, il y a prise de drogue. S'il y a délire religieux, prise de drogue, recherche de sens à la vie. Et là, j'adhère à un nouveau système de valeurs théologiques, qui est celui, par exemple, de la religion musulmane. Ça aurait pu être la religion catholique ou une autre religion. Et là-dedans, j'essaie d'aller chercher quelque chose qui est prenant. Et là, je mords à une influence qui est... il y a eu un appel outre-frontière internationale de certains extrémistes seulement pour dire, ben là, on va faire quelque chose là-dedans. Et là, ça devient un projet de vie tout d'un coup, très captivant dans l'esprit des gens qui sont malades. Et rappelons-le, qui sont une extrême minorité chez les musulmans et en même temps aussi chez les gens qui ont une problématique santé mentale. Mais même le tueur ici devient, victime lui-même parce qu'il était entraîné dans le délire, quoi. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Richard? Mais votre réaction d'abord, et puis... Oui, c'est ça. Je veux ramener un aspect là, au niveau des structures sociales d'encadrement des gens qui sont complètement désaffiliés socialement. Je pense que la majorité des gens, on essaie de se créer une communauté ou d'être en lien de communauté. Sinon, on n'a pas de repères. Exact. Ces gens-là, ils ont perdu beaucoup de repères, puis ils se sont recréés comme une nouvelle communauté, mais c'est une communauté virtuelle qui était complètement déconnecté des gens réels, des gens de la communauté musulmane, des gens de la famille. Fait que c'est ça qui explique un peu le phénomène de ce qu'il appelle les loups solitaires. Mais t'avais c'était la même situation au Nouveau-Brunswick. Il y avait M. Bourque aussi qui avait il avait tiré sur des agents de la GRC. C'est une autre personne qui était désaffiliée socialement. Fait qu'à un moment donné, les organismes communautaires, il faut qu'ils recréent une nouvelle communauté. Puis les gens, quand ils viennent à l'endroit, ils cherchent une nouvelle communauté. Puis il y en a, c'est familial, c'est une nouvelle famille pour eux autres, parce qu'ils n'ont plus de lien avec leur famille. Puis il faut le créer, ce lieu-là. Puis quand on parle d'un centre multiservice, c'est de recréer un peu, peut-être, en tout cas, une nouvelle communauté où les gens s'identifient, où ils ont des projets, où ils vont construire quelque chose. Puis si t'as pas ça, là, à un moment donné, tu en viens à dire la société m'attaque, la société m'agresse, puis tu te réveilles contre la société parce que tu n'as plus de lien social, tu n'en as plus. Puis il y a un aspect un peu suicidaire là-dedans, dans ce comportement-là. Puis je sais pas, je peux vous parler de Durkheim, le sociologue, qui expliquait beaucoup des suicides, ça s'expliquait par un manque de lien social. Puis je pense qu'il y avait ces gens-là, tu sais, quand t'es rendu au point où tu vas tirer, mais dans le fond, tu sais que tu risques de te faire tirer, toi, avec. Tout à fait, oui. C'est que tu tiens plus vraiment à la vie. Ouais. Ben, c'est une forme...
peut-être pas complètement, tu dis, OK, je vais, peut-être ce monde-là, il se dit, OK, la société m'a fait chier, mais là, peut-être je vais faire chier la société ou je vais faire chier cette société-là. Exactement, ouais. Puis si je meurs, ça va être pour ma nouvelle communauté, ça va être pour mes valeurs, ça va être pour autre chose, mais je mourrai pas pour rien, je me suiciderai pas pour rien, ça va apporter quoi? Mais c'est dans son délire à lui. Oui. Mais alors que s'il aurait été grandé à la population, à des gens, c'est pas le même pattern. Tu cherches pas à te suicider quand t'as un projet social, quand t'as un projet de vie, quand t'as un projet familial. Tout à fait, oui. Monsieur Miron, je sais que vous aimez pas le mot fou, vous aimez pas le mot malade mental, c'est ça que j'ai appris le matin de vous, mais au Parlement hier, justement, il disait que c'est un fou qui est rentré, puis il a échoué. Mais on a utilisé le mot fou, là, au Parlement hier. Mais la réalité, là, c'est que nous autres, on a plein de membres, là, qui sont pas de même. Ceux qui font des délires religieux, Pierre l'a dit. Il a bien expliqué, mais est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a il peut être très calme, l'autre il peut être complètement le contraire? Je sais pas moi. C'est sûr que j'aime pas le dire. Oui. Okay? C'est sûr que dans un cas comme ça, là, quelqu'un qui est au bout de son délire religieux, qui est dans une démarche de fin de vie, là on peut parler de folie. Là, il est dans son délire complètement. Il est en acting out, il passe à l'acte et tout ça. Mais écoutez, ça c'est l'extrême limite de ce que c'est une aventure de vie. Il y a des gens qui ont une problématique de santé mentale, qui sont tout à fait paisibles toute leur vie. C'est sûr. Puis encore là, on revient dans la catastrophe puis le choc de l'événement. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. C'est sûr que quelqu'un qui arrive dans son délire religieux à se dire, en prenant des éléments d'une religion, dans ce cas-là, c'était la religion islamique, et en se disant, écoute, moi, je vais ouvrir le ciel à ma famille, je vais ouvrir le ciel aux membres de ma communauté, en étant un martyr puis en tuant des gens. Mais c'est sûr que là, c'est tellement tordu, hein? C'est tellement déstructuré comme pensée humaine. Puis c'est disconnecté du réel. Et évidemment, oui, là, on peut parler de folie passagère, de folie meurtrière dans ces cas-là, mais c'est extrêmement rare. Moi, j'ai déjà vu, je vais essayer de me censurer un peu là dans mes mots, mais j'ai déjà vu un délire religieux, par exemple, où c'est souvent les délires religieux qui sont violents, c'est plutôt des gens qui se retournent contre eux. Moi, je me souviens quelqu'un qui avait oxy ses parties génitales en pensant dans un délire religieux que si il coupait son pénis, il sauvait toutes les personnes qui étaient dans son bloc appartement d'un problème d'incendie, puis ils sauvaient leur vie. C'est ça un délire religieux. C'est qu'à un moment donné, au nom de Dieu, on va se couper une main, on va se couper un bras, on va se couper un membre, on va se déshabiller, on va donner notre linge aux pauvres, on s'en va prêcher dans la rue. Mais la plupart du temps, ces gens-là, au maximum, ils sont violents envers eux, mais très rarement contre la société. Monsieur Miron, pour ajouter aussi, c'est-à-dire ces gens-là qu'on dit qu'ils sont solitaires, on ne peut pas non plus, l'accès est difficile pour les suivre et les encadrer. Il y a un nombre de personnes comme ça. Oui, mais je pense que les structures sociales, il faut qu'ils soient plus sur le terrain, puis ou les groupes communautaires. Il faut que les gouvernements, quand ils subventionnent les organismes communautaires, il faut que les subventionnent pour qu'on puisse être plus en lien. Là, c'est une chance. Nous autres, on soit bien du monde à l'endroit. Puis, mettons, il me dit, telle personne, elle reste telle place, elle est isolée dans son coin, puis tout ça. Vous déplacez pour aller le voir? Ça, oui. Oui, parce que c'est votre rôle. Sinon, c'est qui va y aller? Exactement. Oui. Puis à un moment donné, on va voir ces gens-là. Des fois, ils sont en détresse. Des fois, on voit des milieux de vie là ça n'a pas de bon sens. Des gens qui restent dans des sous-sols, c'est des 3,5. Puis je sais pas comment ça se fait. Ça a été transformé. Il y a 5 chambres là-dedans. Puis c'est petit. Puis les murs sont petits. Puis il y en a qui prennent de la drogue là-dedans. En tout cas, c'est pas des milieux vivables facilement. OK, c'est moins payé que d'être dehors, mais c'est quand même des milieux qui sont pas... Puis il n'y a pas de logement social qui se crée, il n'y a pas de structure puis les organismes comme nous autres, on est sous-financés, on peut pas y aller tout le temps non plus, parce que, tu sais, faudrait y aller plus souvent, voir ces gens-là, puis être en contact avec ces réalités-là. Puis si les psychiatres, les grands boss de la psychiatrie, ils étaient plus sur le terrain, mais peut-être qu'ils diraient qu'il faudrait avoir plus de ressources sur le terrain pour aller voir les gens, parce que une personne qui s'isole socialement, là, il y a peut-être plus de risques à se retourner contre elle ou à se
se retourne carrément contre la société si elle se crée une communauté virtuelle comme les deux personnes ont fait là. Monsieur Costanguet, c'est bizarre parce que votre collègue il dit maintenant que vraiment il s'agit, c'est le rôle des organismes communautaires qui peuvent agir de cette manière-là. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas le rôle de la GRC ou de la police de faire ce rôle-là, de faire le suivi, parce que les deux tueurs, ils étaient quand même rencontrés dans ce... Mais je veux dire, il faut être préventif. Voilà. C'est important d'être préventif. Puis tout à l'heure, quand on parlait, mettons, des imams, ils essayent de travailler à faire un meilleur encadrement. C'est aussi une approche préventive. Puis c'est peut-être plus porteur des approches de même que des approches répressives, comme Harper veut faire avec... là, il veut plus de loi et ordre, là, puis dans le fond, ça va se revirer contre les libertés de tous les citoyens et citoyennes, alors que c'est des éléments, alors que c'est des cas qui sont marginaux, puis il n'y a pas de réseau terroriste comme tel qui existe, là. Restreindre la liberté des gens, Ernest? Dans le cas présent, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu 2 individus qui ont ouvert le feu, ou enfin, dans le cas de Saint-Jean, c'est avec son véhicule, là, mais on est censé être dans une société de droit. Comment ça se fait que ces 2 individus-là ont été assassinés? J'utilise le terme à dessein, là. Ils ont été assassinés par les services de l'ordre plutôt que de les traduire devant les tribunaux. Ouais, mais ça quand même, là, moi je suis pas d'accord avec vous, là, c'est des gens qu'il faut les éliminer parce qu'ils sont devenus tellement en danger public, là, que ça, ils font du mal, là. Je veux pas qu'on embarque dans le cas précis, parce que là, c'est pas de l'urgence, là. Tout à fait, je pense que c'est pas... l'urgence d'agir ici, vous savez, quand on est au quart de seconde près, il y a des dérapages, effectivement, dans une... Mais... je pense qu'il n'y a personne au Canada, coast to coast, qui aurait pu prédire à ce moment-là, cette journée-là, qu'il y aurait eu une situation comme ça qui aurait été en plein éclatement. Si on avait pu prévoir, probablement que là, on aurait pu amener une critique sociétale puis une critique au niveau de la justice. Tout à fait. Dire, écoutez, on n'abat pas les gens qui ont un problème de santé mentale. Mais là, on avait un individu qui mettait tout le monde en danger. Tout à fait. Mais M. Méron, je reviens à vous. À propos de la rencontre, vous parlez de votre rôle et tout, et vous parlez de prévenir. Alors la police, je sais que la gendarmerie, la GRC et la police, ils ont rencontré ces individus-là dans le passé, et c'est normal pour vous qu'ils n'ont pas pu voir ces signes de coureurs, de délire ou de la folie? Ben, peut-être que s'il y avait davantage... Un spécialiste. Ou plus d'argent mis dans les organismes communautaires... Oui. Ben peut-être que la police y aurait peut-être référé vers ces organismes-là pour s'appuyer sur les ressources qui existent dans la communauté. C'est important, là. Puis là, puis c'est ça aussi qui est le problème au niveau policier actuel. Tu sais, il gère une loi, il faut de la répression. Et puis, bon, je sais qu'il y a des approches policières de plus en plus qui essaient d'aller au niveau de la prévention, des approches plus sociétales, mais ça devrait être davantage le cas. Ça devrait être davantage le cas, mais en même temps, il faut aussi que les organismes communautaires aient les ressources pour ça aussi. Mais je pense que tous on partage ce sentiment d'insécurité à ces moments-là. Moi personnellement, on sent qu'il y a une sorte d'insécurité qui circule dans l'air. Hein. Oui, mais le gouvernement a peur des responsabilités dans ça. Là. Le registre des armements, le registre des armes, là, ça a été une erreur fondamentale que d'abattre ce registre-là. Ouais. Après ça, le gouvernement nous dit on est insécure, on est insurgé, nos symboles. Quand j'entends Harper dire nos symboles sont attaqués, Monsieur Harper, nos symboles ne sont pas attaqués, ce sont des êtres humains qui sont attaqués, des politiciens, des militaires, des citoyens. Ce sont des citoyens qui sont attaqués. Et à ce moment-là, c'est au niveau de l'humain qu'il faut régler le problème. Les symboles, ils changent, ils mutent en fonction des années. Et ils viendront après, les symboles. Et puis j'ai une hypothèse aussi personnelle d'hypothèse. Monsieur Miron, Monsieur Richard. Dans le premier cas, quand il y a eu la mort du soldat à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Parlement, tu as une question plantée qui pose la question si tu un cas de terroriste. Puis Harper il a embarqué tout de suite là-dessus. Alors que l'enquête policière avait même pas été faite. Ça n'avait pas commencé débuté. Ça avait même pas commencé. Puis là, on commence à parler de terrorisme. Puis là, t'en parles à la population, t'en parles dans les journaux. Mais c'est plate, là, mais ça a peut-être mobilisé l'autre cas. Ça peut être mobiliser l'autre cas parce que autrement, normalement la position ça aurait dû être de dire là il y a une enquête, on va voir qu'est-ce qu'il y en est puis tout ça, puis peut-être ça aurait pas réveillé l'autre cas. Là on est en train, il y a un délai sécuritaire qui se crée.
Et puis peut-être ça mobilise ces loups solitaires-là, ces gens désaffiliés, parce que peut-être qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui existent. Vous pensez qu'il a influencé par le fait de... Hein? Vous pensez qu'il y a une influence indirectement? C'est une hypothèse. Je ne sais pas. On peut pas... c'est personnel comme hypothèse. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause et puis on va revenir maintenant. On va tourner vers le colloque qui se prépare le mois prochain pour quelle date? Le 24 novembre, ça va être à la Maison des Arts de Laval, au 1395 boulevard de la Concorde-Ouest. Et ce colloque-là, il s'agit de quoi? Ça s'appelle Évolution des droits et du réseau de la santé mentale à Laval. Voilà. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, restez à l'écoute. On va revenir à notre sujet après la pause musicale. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, le sujet aujourd'hui, j'ai mes deux invités qui sont Monsieur Richard Miron, qui est directeur de l'Endroit, et puis j'ai particulièrement Monsieur aussi Pierre Castonguay. Voilà, je me trompe toujours. Pierre Castonguay. Castonguay, qui est intervenant au même endroit. Alors, la question d'aujourd'hui, c'était la santé mentale et ce que je viens d'apprendre aussi, qu'il y a 20%, imaginez-vous, 20% de la population ici au Québec qui risque d'avoir, dans sa vie, qui risque d'avoir un problème de santé mentale. C'est quand même énorme, quand même. Alors, peut-être la première question que j'aimerais bien poser à M. Castonguay, pourquoi c'est nécessaire d'avoir ce colloque-là qui se prépare pour le mois prochain? J'aurais voulu, moi, donner le relais à Richard là-dessus, parce que quand même, le père de notre colloque, c'est Richard. Okay. Richard, je te tends la perche, puis je compléterai ce que tu vas dire. Bon, ben, effectivement, nous, on est dans notre 25e année d'existence comme organisme. L'Endroit de Laval, c'est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Il y en a un dans presque toutes les régions administratives du Québec. À Montréal, bon, l'équivalent, c'est Action Autonomie. Donc, c'était important pour nous de souligner les 25e anniversaires. Et vous occupez seulement de Laval, hein? Il y a pas de... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Montréal? Oui, il peut y en avoir, mais on essaie... C'est les gens de la communauté lavalloise qu'on s'occupe. Cool. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui a vécu longtemps à Laval, puis à un moment donné, il se retrouve itinérant, puis les services municipaux, ils disent, ben, va au centre-ville, à l'accueil Bonneau, puis ben, on va le reconnaître comme étant quelqu'un de la communauté lavalloise. Puis il y a des gens aussi qui déménagent, mettons, dans Annecy, là, au nord, sur la rue. Parce que je sais, moi... Tu sais, à un moment donné, on n'a pas des frontières fermes, mais normalement, c'est les gens de la communauté lavalloise. C'est des gens qui ont un lien d'appartenance avec la communauté lavalloise qu'on dessert. C'est important aussi de souligner comme quoi vous avez à l'endroit, vous avez un avocat qui travaille à la retraite, si je ne me trompe pas, qui travaille qui est bénévole, je sais pas... Là, c'était le cas, mais là, c'est momentanément. Mais c'est important parce que moi, il y avait des gens qui m'ont appelé, et puis je le refaire, c'est-à-dire, je les transférais toujours à Laval. Alors qu'il y avait des gens de Montréal qui se déplaçaient. Mais de toute manière, au niveau de notre structure, notre mandat, c'est un mandat d'accompagnement et d'aide, OK, pour des gens qui ont, au niveau, qui entreprennent des démarches juridiques. Oui, mais donner des conseils aussi, c'est donner des conseils. Lui, il pouvait pas non plus, dans son mandat, il peut pas donner d'avis juridique. Voilà. Mais on est en lien avec des avocats. Mais souvent, nous, on va préparer... mais il faut qu'on connaisse suffisamment le droit. Oui. Si on connaît rien dans le droit, c'est sûr qu'on aide moins le monde. Mais de toute façon... Mais faut qu'on est en lien avec des avocats, avec du monde qui... C'est pour être sûr, là. Mais on veut les accompagner, on les prépare au niveau psychosocial, au niveau dans les démarches. On les aide à différents types de démarches. Là. Et il y a plusieurs organismes pour lesquels les avocats ne sont pas requis. Donc, par exemple, la CSST, on peut les accompagner. La SAC, l'assurance automobile, l'IVAC, les victimes d'actes criminels. Exact. Alors, pour beaucoup de cas, par exemple, face à la Régie du logement, on les accompagne. Face à un paquet de droits au logement, les droits des réparations, là, des indemnisations au niveau de ce qui est de la santé, le droit de la santé aussi. Alors, pour le reste, quand c'est du droit criminel, ben là, on leur trouve un avocat.
et on les prépare, puis on aide l'avocat souvent parce qu'on prépare, on documente tout ça. Alors, ça facilite et ça coûte beaucoup moins cher pour les usagers. Et comme on a des usagers qui sont très pauvres, la plupart du temps, ils sont sur, ils ont droit à l'aide, c'est ça, ils sont sur l'aide sociale, ils ont droit à l'aide juridique. Alors, on est la courroie de transmission entre la personne qui a une problématique de santé mentale et l'ensemble de l'interface avec les niveaux d'autorité, que ce soit une banque, que ce soit Bell Canada, que ce soit une institution gouvernementale. Alors, on les aide beaucoup dans ce sens-là. Pour les gens qui vous écoutent, j'aimerais bien savoir, est-ce que quand vous dites « je les accompagne », on les accompagne, est-ce que vous accompagnez pour les rassurer, pour les appuyer, pour les encadrer, pour... Expliquez-nous, c'est quoi plus riche que ça, là, comme accompagnement. Voilà, c'est ça. Je vous donne un exemple bien concret. Une personne, par exemple, qui a eu un accident d'automobile, la SAC décide, on paye plus. Ben, nous, on fait toute l'enquête. On monte un document, des fois d'une 40aine de pages, avec les symptômes, les diagnostics. On parle avec le psychologue. Voilà, ça, on a une lettre du psychologue. On parle avec le psychiatre. On a une lettre du psychiatre. On monte le dossier, on le présente à la SAC et souvent, on convainc la SAC de payer. Donc, c'est un accompagnement. C'est un travail, là. Oui, au niveau des lois juridiques. Oui, c'est un travail, oui. Alors, revenons maintenant vers la question cruciale de ce matin. Pourquoi, justement, c'est nécessaire d'avoir un colloque à Laval? Bon, premièrement, c'était l'aspect du 25e, ça je l'ai dit. L'autre aspect, c'est qu'on veut interpeller le réseau. Quel type de réseau qu'on va avoir au niveau des soins en santé mentale? Nous, ce qu'on veut, c'est un réseau qui respecte intégralement les droits des gens. Et on veut un réseau où les pratiques permettent de laisser s'exprimer vraiment un vrai consentement aux soins, puis une vraie alliance, c'est le réseau qui utilise ça, une vraie alliance thérapeutique où, dans le fond, parce que pour soigner, moi j'ai l'impression les gens qui réussissent à mieux se soigner, c'est ceux qui ont un bon dialogue avec les psychiatres, puis que tu sais qui échangent, puis que le psychiatre il essaye pas d'imposer sa ligne, mais que c'est sûr que l'usager de son côté il faut qu'il en dise le plus possible, mais s'il est dans une situation de méfiance par rapport au psychiatre, je veux dire, ça nuit à l'alliance thérapeutique, mais je pense que la situation actuelle elle contribue à l'existence de cette méfiance-là. Elle contribue, fait qu'il faut créer un réseau qui fasse en sorte que ça ait lieu pour de vrai une alliance thérapeutique. C'est une question pour aider à avoir des vrais soins. Nous, l'endroit de Laval, on intervient aussi sur la question du logement social. On va créer un OBNL d'habitation. En tout cas, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais c'est notre travail. C'est excellent, parce qu'on calcule que les soins, c'est lié aussi aux déterminants sociaux. On essaie d'intervenir sur tous les aspects de droit. Le droit au logement, c'est un droit important. Bon. Le colloque, dans le fond, c'est dire au réseau, c'est les interpeller, puis aussi permettre à nos usagers d'interpeller les gens du réseau, parce qu'on va avoir 2 psychiatres qui vont être présents. Il va y avoir sur un des panels, il va y avoir Jean Parade, qui est l'ancien directeur du département de psychiatrie à la Cité de la Santé de Laval, puis Jean-François Denis, qui aussi était un ancien directeur du département, mais qui est toujours psychiatre à la Cité de la Santé. On les interpelle. Et surtout les usagers vont les interpeller. Il va y avoir aussi Doris Provencher, qui est la directrice ou la coordonnatrice de l'association des groupes d'intervenants et de défense des droits en santé mentale du Québec, qui elle va faire plus un topo sur l'évolution des droits. Mais puis à Laval, là on est en train, moi avec des étudiants pro bono, on est en train d'étudier ce que c'est les cas de garde en établissement, parce que dans le fond là, bien souvent les droits, formellement, on reconnaît des droits, les chartes des libertés reconnaissent des droits aux gens. Tout à fait, oui. Puis, mais au niveau de santé mentale, c'est une loi d'exception. Là, je me rappelle jamais c'est quoi mais c'est la loi qui protège les gens qui ont un état mental qui fait en sorte qu'ils pourraient être dangereux pour autrui. Et eux-mêmes. En tout cas, je me rappelle jamais, mais c'est une loi sur la dangerosité. C'est une loi d'exception, il y a des balises qui existent,
mais souvent, il y a des contournements au niveau des procédures judiciaires. Je donne juste un exemple. Des fois, il y a des gens qui sont à l'hôpital, là, ils reçoivent pas, puis là, normalement, il y a un procès dans le cas, mais ils reçoivent pas le papier du huissier directement qui dit que ces gens-là, ils sont sommés d'aller à la cour. Ils devraient assister, oui. Ben, c'est ça, ils le reçoivent pas, parce que le médecin, il dit, la personne, elle se désorganiserait tellement, ça recevrait ce papier-là qu'elle le reçoit pas. Fait que, tu sais, c'est une entrave d'une certaine manière à ses droits. Puis il y en a plein de petites entraves de même qui font en sorte que, ensuite, au niveau des experts, il y a juste un expert qui parle, c'est le psychiatre qui est de l'hôpital. Mais la personne qui est intimée, elle n'est pas capable, mais à moins qu'on est capable de trouver un psychiatre qui ferait une contre-expertise, mais en pratique, il n'y en a pas. C'est toujours un psychiatre qui est comme... Ceux qui décident, là, quoi. D'une certaine manière. Oui. 2 psychiatres. Oui, dans le cas des gardes préventives. Il y a toujours 2 psychiatres dans le cas des gardes préventives. Et imaginez pour l'individu, là, souvent on arrive à l'hôpital, la personne n'est même pas au courant qu'elle a le droit à un avocat. Moi, j'arrive des fois, puis elle me dit, demain, je passe en cours à 9h. Qu'est-ce que je fais? Là, je le retrouve un avocat tout de suite. Dernière minute. Pour les représenter. Mais à la dernière minute, comment voulez-vous que la personne se prépare et soit cohérente devant un juge? Tout à fait. D'autant plus qu'elle présente une problématique de santé mentale. Voilà. C'est l'élément central là-dedans. Là. Donc, ça prend absolument du support, de l'encadrement, de l'aide, entre autres, d'un avocat. Hein. Ça prend du temps aussi pour préparer les gens, puis en tout cas pour qu'ils présentent bien leur cause, parce que des fois, puis il y a bien des cas que la personne elle a raison, là, elle-même. Je pense juste à un monsieur, à un moment donné, il était bourré de médicaments, puis là, il était rendu, il faisait du diabète, puis il avait grossi énormément depuis la dernière année, puis à un moment donné, on a fait une petite intervention, on a dit, écoutez, là, baissez sa médication, là. Mais en tout cas, ça c'est... Donc, ce qu'on veut, c'est un réseau qui respecte les droits, puis qu'il y ait un vrai consentement aux soins. Mais un vrai consentement aux soins, ça veut dire aussi qu'il doit exister davantage d'approches alternatives. Parce que les soins, ça passe pas juste par les pilules. Ça aide, les pilules, c'est des béquilles, ou ça peut aider dans certains cas, mais on a des cas de gens, on a des gens qui en prennent plus des pilules, qui font du yoga. Puis, ça peut marcher. Ah oui, la personne, il a réussi à se créer comme ça. Oui. Bon, je dis pas que le yoga, ça va marcher avec d'autres. Bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, les pilules, c'est pas ça qui soigne comme tel. Les pilules, c'est comme, ça peut aider à stabiliser tout ça. Mais c'est une béquille pour moi. Mais si t'as pas d'autres types de soins qui sont plus alternatifs ou du soutien psychologique, en tout cas, Pierre pourrait plus en parler de ces aspects-là, mais ça aide pas. Mais si les alternatives n'existent pas vraiment, mais là, c'est difficile parce que là, on se retrouve... OK, c'est des pilules. Ou si tu te retrouves avec un département de psychiatrie qui ont mis bien de l'argent pour un lit pour faire des électrochocs, là. Puis ça, ils veulent c'est plate à dire, ils veulent peut-être, entre guillemets, rentabiliser. Tu sais, il faut qu'il y ait du monde pour justifier, entre guillemets, l'investissement. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves... Et les gens là-dedans, c'est quoi leur avis aux gens? C'est quoi leur avis aux gens? On peut pas dire que d'emblée, une personne qui a un problème de santé mentale, elle connaît pas sa situation. Elle la connaît. Peut-être qu'elle l'exprime mal, puis peut-être qu'il y a certaines, entre guillemets, des distorsions cognitives. Mais elle la connaît, dans le fond. Puis il faut avoir un bon dialogue pour aller chercher la vérité. Puis pour moi, un bon psychiatre, c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions, qui amène les gens à sortir les bonnes affaires, puis pour arriver à quelque chose, un diagnostic qui a du sens. Là. En tout cas, ça, c'est... On va juste entendre Pierre, peut-être qu'il a un ajout? Oui, je voudrais aborder quelque chose qui est relié au droit. Et il faut penser qu'il y a une réalité qui est le pouvoir coercitif face aux malades mentales. C'est-à-dire que médecins, psychiatres, société, industrie pharmaceutique, vous savez que les diagnostics en santé mentale, c'est colligé dans un recueil qu'on appelle le DSM. Et que c'est l'industrie pharmaceutique qui va subventionner ça. Et l'industrie pharmaceutique, d'une édition du DSM à l'autre,
agrandi. Je vous donne un exemple. Si vous êtes collectionneur de timbres et vous collectionnez, je ne sais pas moi, en même temps, des clés, puis vous avez le malheur d'avoir une troisième collection, ben avant le DSM-5, vous n'étiez pas un malade mental. Mais maintenant, les collectionneurs, on peut vous prescrire une pilule pour ça, là, si vous collectionnez trop. Vous devenez à ce moment-là des compulsifs obsessifs. Alors, il y a dans le DSM une mentalité qui te dit, écoute, je te regarde, je vais pouvoir t'étiqueter, je vais te la trouver, ta maladie, puis j'ai le médicament à te vendre pour ça. Alors, le pouvoir coercitif en santé mentale, où on stigmatise systématiquement les gens, et on dit, t'es fou, t'es folle, puis tout s'explique. Puis à partir du moment où on vient d'étiqueter la chose, on vient de simplifier le problème, parce que on va te contenir, on va te contraindre, on va réduire tes droits, voilà, tout à fait. on va te droguer, te médicamenter. Puis à ce moment-là, alors il y a une nouvelle mentalité en psychiatrie, je le vois même à la Cité de la Santé de Laval, où maintenant en clinique de psychiatrie, on fait plus, c'est pas des thérapies, ce sont des traditionnelles, ce sont des thérapies collectives, où on apprend aux gens l'aspect à la méditation, l'aspect aux arts, l'aspect d'introduction à la relaxation avec la musique. Alors, il y a une nouvelle tendance maintenant qui empêche cet excès de médicalisation-là. Il y a des psychiatres maintenant, OK, qui disent, non, là, votre deuxième dépression, là, on va vous trouver des moyens autres que chimiques. Et je devrais vous dire, et ça, il faut le dire aujourd'hui, parce que il y a encore une pratique qui est presque de la barbarie, qui est l'électrochoc. Et l'électrochoc, je vous rappelle qu'au Canada, 85% des psychiatres sont contre. Alors, c'est pas la majorité des psychiatres qui sont pour l'électrochoc. Et quand vous voyez les gens convulser, parce que ça s'appelle aussi la convulsothérapie, quand on convulse, là, physiologiquement parlant, c'est qu'on a un problème majeur au système nerveux central. Et les électrochocs tuent des milliers de cellules. Puis après ça, on dit, vous voyez, la personne qui, par exemple, se souvenait encore de son deuil et de ses enfants qui l'ont quitté, elle va mieux. Ben oui, mais ça s'en rappelle plus. Tu lui tues ses neurones, puis tu dis, elle va mieux, elle s'améliore. Alors, il y a des choses comme ça qui sont à remettre en question. Et il n'y a pas de base scientifique. Vous savez, normalement, en médecine classique, si je vous traite pour un cancer et que je vous administre un médicament, je connaît l'effet pharmacologique et la pharmacocinétique du médicament. Mais dans le cas des électrochocs, on n'a pas de preuves scientifiques établies où on sait exactement quel mécanisme physiologique va produire ce choc-là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est faramineux l'électricité qu'on envoie dans le cerveau par rapport au courant électrique qui est en microvolts, là, qui est en millivolts au niveau des neurones. Puis, c'est des voltages faramineux et c'est pour ça que les gens se tordent. Et ils sont en convulsion. Puis, on n'est pas satisfait tant que les gens convulsent pas parce que ça s'appelle la convulsothérapie. Là, le traitement est bon. Et c'est vrai que ça a un effet. C'est vrai que les gens, après qu'on les électrochocs, sont euphoriques. Puis s'ils étaient dépressifs, ils voient la vie en rose pendant les 2 premières journées. Mais c'est parce qu'on les a électrocutés. Puis que le système nerveux, effectivement, est complètement déstabilisé. Puis là, on nous dit, les psychiatres qui promulguent les électrochocs viennent nous dire, ben vous voyez, ça a un effet. Mais l'effet est transitoire. Donc, il faut répéter la chose. Ça va pas... ça n'est qu'une tête. Vas-y, monsieur. Oui, monsieur. Oui, je vais rembrayer aussi sur le colloque. Il y a un deuxième panel. Puis dans le fond, ce qu'on essaie de faire avec ce deuxième panel-là, c'est de montrer qu'il peut exister des alternatives. Puis ça pourrait aider à améliorer le réseau de la santé et des services sociaux à Laval. Mais il y a quand même des tendances positives, là. Ça a été souligné. Mais j'ai quelqu'un qui va venir de Québec, Benoît Côté, de Pêche. Ça, ils ont mis sur pied une OBNL d'habitation où tu as des artistes et des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dans l'OBNL d'habitation. Ça enrichit un petit peu l'endroit. Oui. Ensuite, il va y avoir Jean-Nicolas Ouellette qui est de Camé. Camé, c'est un organisme, un groupe d'entraide, mais qui a une pratique par et pour intégrale. C'est par les usagers, pour les usagers. Puis il y a une
chercheuse de l'Université de Montréal, Thaïs de Carvalho, qui vient nous parler de la psychiatrie communautaire en Europe, mais surtout au Brésil, parce que c'est là d'où elle vient. Mais c'est une approche qui est vraiment plus communautaire comme psychiatrie. Puis nous, on juge que la psychiatrie, faut qu'elle soit moins comment qu'on dirait ça, moins centré sur les pilules, mais plus sur le lien à la communauté, comme on en parlait tout à l'heure. Ça va être les deux panels. Mais les gens, les usagers ont calculé qu'il y a à peu près 3 heures pour pouvoir s'exprimer. Fait que c'est quand même... vous laissez la parole. Ouais. Oui. Ce que j'aimerais bien savoir, ce que vous faites affaire avec les usagers qui ont des problèmes de santé mentale. Êtes-vous d'accord? Oui. Et comment vous allez... qui ont eu un problème de santé mentale. Parce que je me demande, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, comment vous pouvez aller les chercher pour assister à ce colloque-là s'ils sont pas tout à fait là? Qui sont les gens qui sont concernés par le colloque? Le problème de santé mentale, t'es pas tout le temps en psychose profonde, là. Puis même quand t'es en psychose, des fois, il y a certains contacts avec les réalités. On peut pas présumer que les gens qui ont un problème de santé mentale, ils ont... Pas 100%. Ils ont différents... Non, mais ils ont une parole, puis il faut qu'elle s'exprime, cette parole-là. Puis elle a un sens, cette parole-là, quand... tout à fait. Oui. Puis OK, à l'occasion, quand il y a un délai psychotique, OK, mais ça dure pas ad vitam aeternam, là, je veux dire... Et c'est pas tout le monde qui souffre de psychose en santé mentale, là. La plupart de nos gens qui consultent à l'endroit, OK? Ils n'ont pas de problème intellectuel, là. Ils sont intelligents comme vous et moi. Ouais. Ils sont capables de s'exprimer. Il y en a qui ont des problèmes qui touchent effectivement l'aspect du développement intellectuel ou l'aspect cognitif. Mais dans bien des cas, les grands angoissés, les gens qui ont des problèmes au niveau émotionnel, ils n'ont pas de problème intellectuel. Ce sont des gens... Vous savez qu'il y a des artistes, des créateurs, il y a des ingénieurs, il y a des médecins qui ont des problèmes de santé mentale et vous ne le savez pas. Puis on se doute parfois, selon certaines décisions, qu'il y a des dirigeants politiques qui en ont aussi. Exactement. Non, mais il a raison. Puis je veux juste compléter aussi le colloque. En soirée, il va y avoir un artiste qui va venir chanter. C'est Michel Faubert. La Maison des Arts, c'est une salle de 335 places. En tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés à venir, soit au colloque, ou juste au spectacle, ben c'est $20. Le colloque, c'est le 24 novembre. 24 novembre. Et j'espère qu'on va vous inviter 2 jours avant. Là. Je pense qu'on a une émission. Le vendredi d'avant. On peut la consacrer spécialement pour le colloque et pour essayer d'inviter aussi les gens d'assister et tout. Ben bon, là, je les invite tout de suite aussi. Ouais. Ils ont juste à aller sur notre site. Regardez, notre numéro de téléphone, c'est le 450-668-1058. Ils peuvent se procurer des billets en nous appelant. Ou encore, ils peuvent appeler à la salle André Mathieu au 450-667-2040. Là aussi, il est possible de se procurer des billets, mais seulement pour le spectacle de Michel Faubert. Alors qu'à l'endroit, soit qu'ils viennent, soit pour le colloque, soit toute la population est invitée, ou les intervenants, ou n'importe qui là qui est concerné par la santé mentale. Ou ils peuvent juste se procurer un billet, c'est $20. Vous avez un site web? Oui, c'est le www.endroitlaval.com, c'est ENDROITLAVAL.com. Voilà, avez-vous un dernier mot? Oui, je vous rappelle que ce numéro-là, que je répète encore, vous sert aussi, donc 450-668-1058, il vous sert si vous avez des problèmes avec votre propriétaire, si vous avez des problèmes avec l'aide sociale ou autre, appelez-nous, on va vous aider. Voilà, chers auditrices, chers auditeurs, malheureusement, voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste de cette antenne. Je profite pour remercier mes invités de ce matin, Monsieur Richard Miron, directeur de l'endroit, et Monsieur Pierre Castanguay, intervenant au même endroit. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Espérons qu'on vous donne rendez-vous pour la prochaine, 2 jours avant votre colloque, pour venir enrichir un petit peu autour de ce colloque-là. Alors, merci aussi à mon collègue Ernest d'avoir assisté. Merci aussi à notre technicien de son, Miguel. Et on vous dit, voilà, à la prochaine.